Jeudi après-midi, mon téléphone a vibré avec un message qui allait tout changer. Ma femme, Isabelle, était partie pour ce qu'elle appelait un « week-end entre copines » depuis 3 jours, et soudain, elle m'annonçait qu'elle prolongeait son séjour d'une semaine supplémentaire. Le message était assez simple: « Salut mon chéri, je passe un super moment avec les filles. On prolonge le voyage d'une semaine. Ne m'attends pas. Je t'aime. » Mais quelque chose clochait immédiatement. Premièrement, elle ne m'appelait jamais « mon chéri » dans ses messages. Deuxièmement, le timing était étrange. Elle était restée silencieuse pendant la majeure partie du voyage, prétextant une mauvaise couverture réseau, mais elle avait soudainement une réception parfaite pour envoyer ça. Et troisièmement, le ton général ne lui ressemblait pas du tout. Je suis resté assis là, fixant mon téléphone pendant une bonne minute. Nous étions mariés depuis 6 ans, et je connaissais ses habitudes de messagerie mieux que quiconque. Ce n'était pas sa voix. C'était trop désinvolte, trop évasif. La femme qui m'envoyait habituellement 3 paragraphes sur ce qu'elle avait mangé au petit déjeuner venait de m'envoyer une seule ligne pour prolonger un voyage d'une semaine entière. Mon instinct me disait de creuser davantage, alors j'ai fait ce que toute personne raisonnable ferait à l'ère numérique. J'ai consulté ses réseaux sociaux. Elle avait posté des stories de son voyage, mais quand je les ai examinées de près, les choses sont devenues intéressantes. L'arrière-plan de ces photos ne correspondait pas au lieu qu'elle avait dit qu'elles occupaient. Je l'avais cherché quand elle est partie, curieux de savoir où elle allait. L'endroit qu'elle m'avait montré en ligne avait une esthétique complètement différente de ce qui apparaissait sur ses photos. Puis j'ai remarqué autre chose. Dans l'une de ses stories Instagram d'hier, il y avait un reflet dans une fenêtre derrière elle. Pas le reflet de son ami, mais celui d'un homme. Un homme dont la corpulence ne m'était pas familière, portant une montre que je n'avais jamais vue auparavant. C'est là que j'ai décidé d'appeler directement le lieu. Curiosité professionnelle, pourrait-on dire. J'ai expliqué que j'essayais de joindre ma femme qui y séjournait, je leur ai donné son nom, Isabelle Dubois, et les dates qu'elle avait mentionnées. Après avoir vérifié leur système, la représentante m'a poliment informé qu'il n'avait aucune réservation à son nom pour ces dates. Intéressant. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai envisagé mes options. Je pouvais la confronter directement, mais cela me ferait révéler mes cartes. Je pouvais attendre et voir jusqu'où irait ce lapin blanc, mais cela me semblait passif. Ou je pouvais adopter une troisième approche. Une approche qui me mènerait rapidement à la vérité et me donnerait le contrôle de la situation. Vous voyez, je travaille dans la sécurité informatique. Je sais comment fonctionnent les empreintes numériques, et je sais comment les suivre si nécessaire. Plus important encore, je sais à quel point les gens deviennent négligents quand ils pensent être malins. Isabelle était sur le point d'apprendre cette leçon à la dure. Au cours de l'heure suivante, j'ai effectué des recherches stratégiques. Ses services de localisation étaient toujours partagés avec moi, quelque chose qu'elle avait apparemment oublié. Selon son téléphone, elle n'était pas dans un hôtel. Elle se trouvait dans une résidence privée à environ 2 heures de l'endroit où elle prétendait être. Une recherche rapide sur la propriété m'a dit exactement à qui appartenait la maison. Le nom ne me disait rien, mais une recherche sur les réseaux sociaux a révélé tout ce que j'avais besoin de savoir. Un homme marié, récemment séparé, postant des photos de rénovation de maison et parlant de son nouveau pied-à-terre de célibataire. Le même pied-à-terre où le téléphone de ma femme avait été localisé ces 3 derniers jours. J'avais ma réponse, mais je voulais voir jusqu'où elle pousserait cette mascarade. Alors, j'ai formulé ma réponse avec soin. Je voulais qu'elle soit juste assez ambiguë pour la faire douter de ce que je savais, mais assez claire pour lui faire savoir que le jeu était en train de changer. Prends ton temps. Mon avocat trouve ces histoires fascinantes. Son appel paniqué a commencé immédiatement et n'a pas cessé depuis. J'ai tapé le message, l'ai relu 2 fois, et l'ai envoyé. Mon téléphone a commencé à sonner dans les 30 secondes. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie vocale. Il a sonné à nouveau immédiatement. Encore la messagerie vocale. La 3e fois, j'ai répondu. « Salut chérie », dit-elle, et j'ai pu entendre la décontraction forcée dans sa voix. « J'ai eu ton message. Qu'est-ce que tu voulais dire à propos d'un avocat ? » « Oh, ça, » dis-je en gardant un ton léger. « J'ai juste eu des conversations intéressantes ces derniers temps. Tu sais comment c'est. » « Quel genre de conversation ? » La panique commençait à s'installer. « Chérie, tu me fais peur. »« Ah bon ? C'est intéressant. »
Je ne penserais pas que quelqu'un en voyage entre amis aurait quoi que ce soit à craindre. Il y eut une pause qui dura juste un battement de trop. Bien sûr que non. Je juste. Quel avocat? Pourquoi parles-tu à un avocat? Eh bien, dis-je, me calant dans ma chaise et appréciant cela plus que je n'aurais probablement dû. Quand votre femme prolonge soudainement un voyage sans préavis dans un endroit où elle n'est apparemment jamais allée, une personne raisonnable pourrait commencer à poser des questions. Et quand vous posez des questions, vous avez parfois besoin de conseils professionnels sur ce qu'il faut faire avec les réponses. La ligne devint complètement silencieuse. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau fonctionner, essayant de comprendre ce que je savais et ce que je devinais. Je ne sais pas ce que tu penses savoir, dit-elle finalement. Mais tu es ridicule. Je suis exactement là où j'ai dit que je serais. Vraiment? J'ai demandé. Parce que c'est une affirmation intéressante à faire. Très spécifique. Très confiante. Bien sûr que oui. Pourquoi mentirais-je à ce sujet? C'est exactement ce que je me demande, dis-je. Pourquoi ferais-tu ça? Elle m'a raccroché au nez. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des messages, de longs paragraphes d'explications qui se contredisaient, des accusations selon lesquelles j'étais paranoïaque et contrôlant, des promesses de rentrer immédiatement pour en discuter, chaque message plus désespéré que le précédent. J'ai mis le téléphone de côté et je me suis préparé un sandwich. Cette semaine allait être longue, mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être, en contrôle avec les faits de mon côté et voyant enfin clairement les vraies couleurs de ma femme. Le meilleur, c'est qu'elle n'avait aucune idée de ce que je savais réellement, et elle n'avait certainement aucune idée de ce que je comptais faire à ce sujet. Les messages continuaient d'arriver toutes les quelques minutes, chacun plus frénétique que le précédent. Elle était clairement en train de paniquer, essayant de déterminer exactement ce que je savais tout en essayant de maintenir son histoire. Ce qui est drôle avec les menteurs, c'est qu'ils se trahissent toujours en surexpliquant. Mon chéri, je pense qu'il y a eu un malentendu. Je suis vraiment à l'hôtel avec les filles. Peut-être que la réception a fait une erreur quand tu as appelé. Ces endroits peuvent être désorganisés. Sauf que je ne lui avais jamais dit que j'avais appelé l'hôtel. Première erreur. Le réseau ici est terrible. C'est pourquoi je n'ai pas beaucoup envoyé de messages. J'arrive à peine à faire passer ces messages. Mais ces messages arrivaient parfaitement avec une pleine puissance de signal et des accusés de lecture. Deuxième erreur. Je t'aime tellement. Je ne ferai jamais rien pour blesser notre mariage. Tu le sais, n'est-ce pas? Personne d'innocent ne commence par ce genre de déclaration défensive. Troisième erreur. J'ai décidé de creuser un peu plus pendant qu'elle était occupée à élaborer ses explications. Les registres de propriété que j'avais consultés plus tôt montraient que la maison appartenait à quelqu'un nommé Marc Dubois. Une recherche rapide sur LinkedIn a révélé qu'il travaillait dans la même agence de marketing où ma femme, Isabelle, faisait des projets en freelance depuis 6 mois. Les mêmes projets qui nécessitaient tant de nuits tardives et de réunions le week-end. Soudain, beaucoup de choses ont commencé à prendre sens. La nouvelle routine d'entraînement qu'elle avait commencé. La façon dont elle s'habillait différemment pour le travail. Les appels téléphoniques secrets qu'elle prétendait concerner des projets clients. L'intérêt soudain de sortir avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu dès la première sonnerie. D'accord, il faut que tu arrêtes ça tout de suite, dit-elle, sautant toute salutation. Tu es complètement déraisonnable et paranoïaque. Je suis en voyage entre copines, point final. Fin de l'histoire. Avec quelle copine, ai-je demandé calmement, parce que je suis curieux. Tu as mentionné ce voyage pendant des semaines, mais je n'ai jamais vraiment entendu de nom précis. Amuse-moi. Encore une pause. Tu sais, le groupe habituel. Les filles du travail. Du travail. Je pensais que c'était un voyage de retrouvailles de lycée. Du moins, c'est ce que tu m'as dit la semaine dernière. Quoi? Non, j'ai dit des amis du travail. Tu as du mal à entendre. Intéressant, parce que j'ai une très bonne mémoire des détails. Presque photographique, pourrait-on dire. Ça me rend service dans mon domaine. Tu essaies de me dérouter, dit-elle. Mais sa voix tremblait maintenant. C'est fou. Je n'arrive pas à croire que tu ne me fasses pas confiance. La confiance se gagne, dis-je. Et dernièrement,
Les preuves suggèrent que ma confiance a peut-être été mal placée. Quelles preuves? Tu continues de parler de preuves comme si tu étais une sorte de détective. J'ai failli rire. Elle rendait les choses trop faciles. Eh bien, puisque tu demandes, tes services de localisation montrent que tu n'es pas dans un hôtel. Tes publications sur les réseaux sociaux montrent des arrière-plans qui ne correspondent pas à l'endroit où tu prétends séjourner. L'hôtel n'a aucune trace de ta réservation. Et le plus intéressant, ton téléphone a été localisé à la même adresse résidentielle pendant 3 jours d'affilée. Silence complet à l'autre bout du fil. Toujours là, ai-je demandé. Tu me traques? Sa voix était à peine un murmure. Je ne traque personne. Tu as partagé ta position avec moi volontairement, tu te souviens? Pour ta sécurité, tu as dit. En cas d'urgence, je dirais que découvrir que ma femme ment sur l'endroit où elle se trouve est une urgence. C'est insensé. Tu es contrôlant. Ah bon? Parce que de là où je suis, je ne fais que poser des questions de base que tout mari poserait quand l'histoire de sa femme ne tient pas debout. Des questions qui n'ont apparemment pas de bonne réponse. Elle a tenté une approche différente. Mon chéri, écoute-moi. Je sais que ça a l'air mauvais, mais je peux tout expliquer. Donne-moi juste une chance. J'écoute, dis-je, sincèrement curieux de voir ce qu'elle allait inventer. D'accord, alors en fait. L'une des filles, elle traverse un divorce vraiment difficile et elle ne voulait pas rester à l'hôtel parce que son ex connaît des gens là-bas. Alors, nous restons chez une amie à elle. Je ne pouvais pas te le dire parce qu'elle nous a toutes fait promettre de garder le secret pour sa sécurité. Créatif. Je devais lui accorder ça. Comment s'appelle-t-elle? Qui ça? L'amie. Celle qui traverse le divorce. Je ne peux pas te dire ça. J'ai promis. D'accord. Et la maison de cette amie où vous séjournez pour sa sécurité se trouve appartenir à un homme nommé Marc Dubois. La ligne est redevenue silencieuse. Cette fois, je pouvais entendre sa respiration rapide et superficielle. Comment connais-tu ce nom? Chuchota TL. Oh, je connais beaucoup de noms. Je sais où il travaille. Je sais qu'il est récemment séparé. Je sais qu'il a posté des messages sur son nouveau style de vie de célibataire. Je sais que ton travail en freelance t'a amené très souvent dans son entreprise dernièrement. Dois-je continuer? Ce n'est pas ce que tu penses, dit-elle rapidement. Marc est juste un ami. Nous travaillons ensemble. L'histoire de la maison. C'est compliqué, mais ce n'est pas ce que tu imagines. Qu'est-ce que j'imagine? Tu penses qu'il se passe quelque chose entre nous, mais ce n'est pas le cas. Il est juste pour le voyage parce que son appartement est plus grand et sa femme n'est pas au courant non plus. Sa femme, pardon, son ex-femme, celle dont il est séparé. C'est elle qui héberge des femmes mariées pour des escapades d'une semaine? Je pouvais pratiquement entendre son esprit s'emballer, essayant de comprendre ce que je savais et ce que je devinais. La beauté de la vérité, c'est qu'elle ne nécessite pas de révision constante. Les mensonges, en revanche, ont besoin d'un entretien constant. Je rentre à la maison, dit-elle soudain. Ce soir, on en parlera face à face. Ce n'est pas nécessaire, dis-je. Prends ton temps. Profite de ton voyage. Je profite certainement du mien. Ton voyage? Mon voyage dans le passé. Incroyable ce qu'on découvre quand on commence à faire attention au schéma. 6 mois de nuit tardive, de nouveaux vêtements, d'appels téléphoniques secrets et de projets de travail mystérieux. C'est comme un puzzle, et je suis plutôt bon au puzzle. Arrête ça, dit-elle. Et maintenant, elle pleurait. Arrête juste. Tu en fais quelque chose qui n'en est pas, vraiment? Parce que je ne t'ai encore rien reproché de spécifique. J'ai juste posé des questions et partagé des observations. C'est intéressant que tu sois si défensive à propos de simples questions. Parce que tu essaies de me piéger. Je n'ai besoin de piéger personne. La vérité a une façon de sortir d'elle-même, généralement plus tôt que les gens ne s'y attendent. Après avoir raccroché, je me suis assis et j'ai réfléchi à mon prochain mouvement. J'avais suffisamment de preuves pour la confronter directement, mais je voulais voir jusqu'où cela irait. Plus important encore, je voulais m'assurer d'être dans la position la plus solide possible lorsque tout éclaterait au grand jour. C'est alors que j'ai décidé de passer un appel moi-même. Pas à un avocat, pas encore.
mais à quelqu'un qui pourrait m'aider à comprendre exactement à quoi j'avais affaire et quelles seraient mes options le moment venu. Car une chose devenait limpide. Il ne s'agissait pas seulement d'une femme menteuse en faux voyage entre amis. Il s'agissait d'un mariage qui était construit sur la tromperie depuis des mois, peut-être plus longtemps. Et cela nécessitait une réponse bien plus stratégique qu'une simple dispute houleuse. Vendredi matin a apporté la confirmation à laquelle je m'attendais. Ma femme avait commis une erreur critique qui allait tout défaire. Elle a posté une story Instagram en buvant son café du matin, montrant une vue panoramique depuis ce qu'elle prétendait être le balcon de l'hôtel. Le problème, c'est que je reconnaissais cette vue. C'était exactement la même vue que Marc Dubois avait postée depuis sa terrasse 3 semaines auparavant, lorsqu'il se vantait de sa nouvelle maison. Mais l'arme du crime n'était pas la vue. C'était le reflet dans la porte coulissante en verre derrière elle. Clair comme le jour. On pouvait voir un homme en caleçon se promener en arrière-plan. La même corpulence que Marc sur ses photos de profil LinkedIn. Les mêmes cheveux noirs, le même tatouage distinctif sur son épaule qui était visible sur ses photos de vacances à la plage de l'été dernier. Elle avait littéralement photographié son propre mensonge. J'ai tout fait une capture d'écran avant qu'elle ne puisse le supprimer, puis je me suis assis et j'ai attendu. Et bien sûr, dans les 20 minutes, la story a disparu. Mais à ce moment-là, je l'avais déjà sauvegardée avec les métadonnées montrant l'endroit où elle avait été prise. Mon téléphone a sonné exactement à 10 heures. « Bonjour », dis-je, répondant à la deuxième sonnerie. « Salut, chérie. » Sa voix était différente aujourd'hui. Une gaieté forcée, mais avec un fond de nervosité. « Comment vas-tu ? » ?»« Fantastique. Je suis juste en train de rattraper mon retard sur les réseaux sociaux. Tu sais comment c'est. Incroyable ce que les gens partagent en ligne ces jours-ci. Qu'est-ce que tu veux dire ? Oh, juste intéressant de voir comment la technologie fonctionne. Données GPS, analyse de reflets, recherche d'images inversées. C'est comme si tout le monde portait un appareil de surveillance dans sa poche sans même s'en rendre compte. La pause fut si longue que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Je ne comprends pas de quoi tu parles, dit-elle finalement. Vraiment ? C'est surprenant. Je pensais que quelqu'un qui travaille dans le marketing comprendrait mieux les empreintes numériques, surtout quelqu'un qui a été si minutieux pour maintenir une certaine image. Tu me fais peur avec tout ce jargon technique. On peut juste avoir une conversation normale ? Bien sûr. Parlons de ta story Instagram de ce matin. Belle vue, d'ailleurs. Ça capture vraiment parfaitement l'essence de la terrasse de Marc Dubois. Cette fois, le silence s'est tellement étiré que j'ai vérifié que l'appel n'avait pas été coupé. Je pense que tu as besoin d'aide, dit-elle. Enfin. Ce comportement paranoïaque n'est pas sain. Tu sais ce qui n'est pas sain ? Mentir à son mari tout en postant des preuves de ce mensonge sur les réseaux sociaux. Mais bon, j'apprécie la documentation. Ça rend les choses beaucoup plus claires. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, mais... J'ai vu que tu prenais un café sur la terrasse de Marc Dubois pendant qu'un homme à moitié nu se promenait dans sa maison derrière toi. Le même homme dont le tatouage à l'épaule correspond à celui de ses photos de plage de l'été dernier. La même terrasse dont il a parlé il y a 3 semaines. Le même endroit où ton téléphone a été localisé pendant 4 jours. Silence complet. Toujours là ? Ai-je demandé. Depuis combien de temps sais-tu ? Sa voix était à peine audible. Quelle partie ? Que tu mens à propos de ce voyage depuis hier ? Que tu as une liaison avec Marc depuis environ 1 heure, quand tu as si gentiment fourni des preuves photographiques. Ce n'est pas une liaison, dit-elle rapidement. C'est compliqué. Ah oui ? Parce que de là où je suis, ça a l'air plutôt simple. Femme mariée ment à son mari, va chez un autre homme, y reste des jours, poste des photos le prouvant. Je ne suis pas sûr de savoir où est la complication. Tu ne comprends pas. Marc et moi, nous avons une connexion. Quelque chose de véritable. Quelque chose d'authentique. J'ai réellement ri. Authentique. Tu me mens depuis des mois. Tu as créé une histoire élaborée et fausse sur un voyage entre filles. Tu te faufiles dans mon dos. Quelle partie de cela te semble authentique ? Les sentiments sont authentiques. Ce que nous avons est solide. Ce que tu as, c'est une femme mariée qui trompe son mari avec un homme récemment séparé qui te dit probablement exactement ce que tu veux entendre. Mais bien sûr, appelons ça authentique. Ne me prends pas de haut.
Je ne prends personne de haut. Je ne fais que dire les choses telles qu'elles sont, ce qui semble être un concept étranger dans cette conversation. D'accord, dit-elle, et sa voix changea à nouveau. Plus dure maintenant. Défensive. Oui, je suis avec Marc. Oui, nous nous voyons. Mais notre mariage est mort depuis des mois de toute façon. Ah bon? C'est une nouvelle pour moi. Je pensais que nous traversions juste une mauvaise passe. Il s'avère que tu traversais plutôt la maison de Marc. Ne sois pas grossier. Ne sois pas hypocrite. C'est toi qui as décidé de gérer les problèmes conjugaux en couchant avec quelqu'un d'autre au lieu de parler à ton mari. J'ai essayé de te parler. Tu n'es jamais disponible. Tu travailles toujours. Tu ne fais plus attention à moi. Alors, ta solution a été de trouver quelqu'un qui te prêterait attention sans, tu sais, m'en parler d'abord. C'est juste arrivé. Ces choses arrivent parfois. Non, elles n'arrivent pas. Les gens font des choix. Tu as choisi de commencer à travailler tard avec Marc. Tu as choisi de prendre ses appels. Tu as choisi de développer des sentiments. Tu as choisi d'agir en conséquence. Tu as choisi de me mentir à propos de ce voyage. Rien de tout cela n'est juste arrivé. Je savais que tu ne comprendrais pas, ce que je comprends, c'est qu'au lieu de travailler sur notre mariage, tu as décidé de commencer une nouvelle relation tout en gardant l'ancienne en secours. Ce n'est pas romantique. C'est juste égoïste. Ce n'est pas comme ça. Alors explique-moi comment c'est. Parce que je vois une femme qui ment à son mari depuis des mois, qui a créé une tromperie élaborée pour passer une semaine avec un autre homme, et qui essaie maintenant de justifier cela en prétendant que le mariage était déjà terminé. Aide-moi à comprendre la logique. Je l'aime, dit-elle doucement. Vraiment, ou aimes-tu l'attention? Parce qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et aimer la façon dont il te fait te sentir. Je l'aime, répéta-t-elle. Et il t'aime assez pour t'épouser, assez pour être vu avec toi en public, assez pour construire une vie avec toi au lieu de simplement profiter de week-ends secrets? Nous prenons notre temps. Vous prenez votre temps en secret. Il y a une différence. Mais bon, si la clandestinité te convient, qui suis-je pour juger? Je ne suis que le mari. Je veux un divorce, dit-elle soudain. Vraiment? C'est un timing intéressant. Littéralement quelques minutes après avoir été prise en flagrant délit de mensonge, tu sais soudain ce que tu veux. Très décidé. J'aurais dû en demander un il y a un mois. Aurais dû, aurais, mais tu ne l'as pas fait. Au lieu de cela, tu as décidé d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Garder la sécurité du mariage tout en explorant d'autres options. Très pratique. Je rentre à la maison ce soir. Nous devons en parler correctement. En fait, ce n'est pas nécessaire. Je pense que nous avons couvert les points importants. Tu as une liaison. Tu as menti à ce sujet. Tu t'es fait prendre. Et maintenant, tu veux un divorce. Plutôt simple. Nous devons discuter des détails. La maison, les finances, comment nous gérons cela? Oh, nous allons certainement discuter des détails, mais pas de la manière dont tu penses probablement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que tu ferais bien de profiter du reste de tes authentiques vacances avec Marc, car une fois que tu rentreras à la maison, les choses vont devenir très intéressantes très rapidement. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mon téléphone a immédiatement commencé à vibrer avec des messages, mais je les ai ignorés. J'avais des appels plus importants à passer maintenant, à commencer par cet avocat que j'avais mentionné, car il était temps de transformer cette situation de réactive en proactive. La beauté d'avoir des preuves est qu'elle change toute la dynamique de la conversation. Elle avait passé des mois à penser qu'elle était en contrôle, gérant deux relations, gardant ses options ouvertes. Maintenant, elle était sur le point de découvrir ce que l'on ressent quand quelqu'un d'autre détient toutes les cartes. Le vendredi à midi, j'étais assis en face de maître David Moreau dans son bureau du centre-ville. Je l'avais choisi spécifiquement parce qu'il était spécialisé dans les affaires d'infidélité et qu'il avait la réputation d'être méticuleux et stratégique. Le genre d'avocat qui comprenait que la préparation gagne les procès, pas l'émotion. Alors, vous avez des preuves documentées de l'affaire, dit-il, examinant les captures d'écran et les données de localisation. J'ai apporté les publications sur les réseaux sociaux, le suivi GPS, des histoires incohérentes. C'est en fait assez solide. C'est juste ce que j'ai recueilli au cours des dernières 24 heures, lui dis-je.
Je suppose qu'il y a plus si nous creusons davantage. Il y en a généralement. Les gens pensent qu'ils sont prudents, mais les preuves numériques sont partout de nos jours. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, traces de mails. La question est, quel résultat recherchez-vous? Je veux me protéger financièrement et m'assurer que cela ne traîne pas pendant des années. Elle a mentionné vouloir un divorce, mais je soupçonne qu'elle s'attend à ce que je sois le mari éploré qui lui donne tout pour faire disparaître la douleur. Moreau sourit. Ça n'arrivera pas, n'est-ce pas? Pas du tout. Nous avons passé l'heure suivante à examiner mes finances, la propriété et ce qu'il appelait les stratégies de contrôle des dégâts. Il s'avère que prévoir à l'avance avait des avantages majeurs. La maison était à mon nom seulement. Achetée avant le mariage. Nos comptes conjoints avaient des soldes raisonnables, mais mes principaux actifs étaient dans des comptes individuels auxquels elle n'avait jamais eu accès. Plus important encore, nous avions un contrat de mariage qui favorisait fortement le conjoint qui n'avait pas commis d'adultère. Soit elle a oublié le contrat de mariage, soit elle ne l'a jamais pris au sérieux, dit Moreau. Beaucoup de gens les signent en pensant qu'ils n'auront jamais d'importance. Celui-ci en a définitivement une. Combien de temps avant que nous puissions déposer? Je peux avoir les documents prêts d'ici lundi, mais je suggère que nous documentions d'abord les activités de ce week-end. Si elle prévoit de rentrer chez elle ce soir, son comportement pourrait fournir des preuves supplémentaires de ses priorités. Il avait raison. Au moment où je suis rentré chez moi vendredi soir, mon téléphone affichait 17 appels manqués et 43 messages textes. La progression était fascinante d'un point de vue psychologique. Cela a commencé par de la colère à propos de mon attitude, a évolué vers la justification de ses actions, puis a basculé vers la panique à propos de ce que je pourrais faire, et a finalement abouti à des tentatives désespérées de contrôler le récit. Tu es complètement déraisonnable à propos de toute cette situation. Je mérite d'être heureuse, et tu as été émotionnellement distant pendant des mois. Nous pouvons y arriver si tu te calmes et écoutes la raison. S'il te plaît, ne fais rien de drastique. Nous pouvons arranger ça. Je rentre à la maison ce soir que ça te plaise ou non. C'est aussi ma maison. Cette dernière m'a fait rire. Techniquement, non, ce n'était pas sa maison aussi. Mais elle était sur le point de la prendre à la dure. J'ai passé la soirée de vendredi à faire des préparatifs pratiques. J'ai changé les codes de la porte de garage, fait venir un serrurier pour refaire les clés des portes d'entrée et de derrière, emballé ses affaires dans des valises et les ai posées près de la porte d'entrée. Rien de dramatique ou de destructeur, juste efficace. Elle est arrivée samedi matin à 8 heures, s'attendant clairement à entrer directement. Je l'ai regardée par la fenêtre alors qu'elle essayait sa clé, a réalisé qu'elle ne fonctionnait pas, puis a commencé à frapper à la porte. « Ouvre cette porte tout de suite » a-t-elle crié. « Tu ne peux pas me laisser dehors de ma propre maison. » J'ai ouvert la porte et lui ai tendu les valises. « Tes affaires sont emballées. Tout devrait être là. Qu'est-ce que tu crois que tu fais? Je facilite les choses pour tout le monde. Tu as dit que tu voulais un divorce, et tu as clairement choisi de donner la priorité à ta relation avec Marc. Cela supprime juste les complications logistiques. Tu ne peux pas simplement me jeter dehors. Je ne jette personne dehors. Tu as choisi de passer ton temps chez Marc. Je reconnais simplement cette préférence et la rends officielle. C'est illégal. Tu ne peux pas changer les serrures de ta femme. En fait, je peux. C'est ma maison. Achetée avant le mariage. Titre à mon nom seulement. Tu es libre de consulter un avocat si tu n'es pas d'accord. Elle me regarda comme si j'avais une deuxième tête. Depuis quand connais-tu en droit immobilier? Depuis hier, quand j'ai consulté quelqu'un qui se spécialise dans des situations exactement comme celle-ci. Tu as déjà parlé à un avocat. Pensais-tu que j'allais gérer ça avec émotion et espérer le meilleur? Je préfère les faits et la stratégie. Je n'arrive pas à croire que tu sois si froid à propos de la fin de notre mariage. Notre mariage a pris fin quand tu as décidé de commencer une nouvelle relation sans mettre fin à l'ancienne. Je ne fais que gérer la paperasse. Elle a essayé une approche différente. Des larmes. Des excuses. Des affirmations qu'elle avait fait une erreur et qu'elle voulait arranger les choses. La performance était en fait plutôt bonne, mais j'avais eu 24 heures pour tout assimiler et je n'y croyais pas. Laisse-moi te demander quelque chose, dis-je. Si je ne t'avais pas surprise, combien de temps avais-tu l'intention de continuer comme ça? Une semaine de plus? Un mois de plus?
Allais-tu me le dire un jour? Ou allais-tu simplement continuer à vivre une double vie indéfiniment? Je ne sais pas. J'étais confuse. Étais-tu confuse quand tu as réservé le faux voyage entre copines? Étais-tu confuse quand tu m'as menti en face sur l'endroit où tu allais? Étais-tu confuse quand tu as passé 4 jours dans le lit d'un autre homme? Arrête d'être si cruel. Je ne suis pas cruel. Je suis précis. Cruel serait de prétendre que cela n'est jamais arrivé et de me préparer à le revivre dans 6 mois. Les gens font des erreurs. Les mariages peuvent survivre à l'infidélité. Certains mariages le peuvent. Le nôtre non. Parce que ce n'était pas une erreur. C'était une série de choix délibérés sur plusieurs mois. Et plus important encore, tu n'es pas vraiment désolé que ce soit arrivé. Tu es désolé d'avoir été prise. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Parce qu'il y a 24 heures, tu me disais à quel point ta relation avec Marc était authentique, à quel point tu l'aimais, à quel point tu voulais un divorce. La seule chose qui a changé, c'est de réaliser que j'avais des preuves. Elle ne pouvait pas contredire cela parce que c'était exactement ce qui s'était passé. Où suis-je censé aller? Ce n'est plus mon problème. Tu as eu 4 jours pour trouver des arrangements de logement pendant que tu jouais à la maison avec Marc. Je suppose que cela ne t'est pas venu à l'esprit parce que tu t'attendais à garder les 2 options disponibles. J'ai besoin de temps pour trouver un endroit. Tu as eu des mois pour y penser avant de commencer l'aventure. Tu as eu des semaines pour planifier avant de faire ce voyage. Tu ne peux pas gérer ta stratégie de sortie selon mon calendrier maintenant. J'ai des droits en tant que ta femme. Tu avais des droits. Au passé. Tu les as abandonnés quand tu as décidé qu'être la petite amie de quelqu'un d'autre était plus attrayant qu'être ma femme. Elle resta là, tenant ses valises, réalisant probablement pour la première fois que les actions ont réellement des conséquences. Que l'on ne peut pas traiter son mariage comme un filet de sécurité tout en explorant d'autres options. Ce n'est pas fini, dit-elle finalement. Tu as absolument raison, j'ai acquiescé. Ce n'est que le début. Lundi matin, tu recevras les papiers du divorce. Je te suggère de te trouver un bon avocat, car le mien est très bon dans son travail après son départ. Je me suis assis avec une tasse de café et j'ai réellement souri pour la première fois depuis des jours. Non pas parce que mon mariage était terminé, mais parce que j'avais géré une mauvaise situation de la manière la plus intelligente possible. Pas de supplication, pas de drame, pas d'opportunité de manipuler le résultat. Juste des faits, des conséquences et un chemin clair à suivre qui protégeait mes intérêts pendant qu'elle faisait face à la réalité de ses choix. Dimanche après-midi, j'ai découvert que ma femme avait décidé de passer à l'offensive. Ma sœur, Léa, m'a appelé, confuse et préoccupée. « Salut, je viens de raccrocher avec Isabelle », a-t-elle dit. Elle dit que tu l'as mise à la porte de la maison à cause d'un malentendu sur son voyage. Elle a l'air vraiment bouleversée. T'a-t-elle parlé du fait qu'elle a une liaison depuis des mois? Quoi? Non. Elle a dit que tu étais paranoïaque et contrôlant, que tu l'avais accusée de tricher juste parce qu'elle avait prolongé un voyage entre amis. Intéressante version des faits. T'a-t-elle parlé de Marc Dubois? Qui ça? L'homme avec qui elle couche. Celui dont elle occupait la maison au lieu d'un hôtel. Celui avec qui elle s'est photographiée hier matin. Ma sœur s'est tue. Tu es sérieux? Mortellement sérieux. J'ai des captures d'écran, des données GPS et une confession complète de l'appel téléphonique d'hier. Elle essaie de réécrire l'histoire, mais les preuves ne mentent pas. En moins d'1 heure, je recevais des appels de sa mère, de mon frère, et de 2 de nos amis communs, tous avec la même histoire. Pauvre Isabelle, confuse et blessée, mise à la porte par un mari cruel qui n'écoutait pas la raison. Elle s'était vraiment investie dans le rôle de la victime. C'est là que j'ai décidé qu'il était temps de révéler stratégiquement la vérité. J'ai commencé par sa mère, car elle avait été la plus agressive pour défendre sa fille. Avant que tu ne dises autre chose, j'ai besoin que tu regardes quelque chose, dis-je, et je lui ai envoyé la capture d'écran de la story Instagram de ma femme montrant Marc en arrière-plan. Qu'est-ce que je regarde? Ta fille buvant un café chez son petit ami pendant qu'il se promène à moitié nu derrière elle. Ça a été pris hier matin alors qu'elle était censée être en voyage entre amis. Le silence s'est étiré pendant près d'1 minute. Il doit y avoir une explication, a finalement dit sa mère. Il y en a une. Elle a une liaison depuis des mois. Elle a menti sur le voyage pour passer une semaine avec lui. Quand je l'ai confrontée avec des preuves,
elle a tout avoué et a dit qu'elle voulait un divorce. Ça ne ressemble pas à ma fille. Peut-être que tu ne connais pas ta fille aussi bien que tu le penses. J'ai eu des conversations similaires avec toutes les autres personnes qu'elle avait contactées. La beauté d'avoir des preuves concrètes est qu'elle traverse très rapidement la manipulation émotionnelle. Les gens peuvent vouloir croire une histoire triste, mais ils ne peuvent pas discuter avec des photographies et des données GPS. Dimanche soir, le récit avait complètement changé. Au lieu de recevoir des appels soutenant ma femme, je recevais des appels me demandant comment j'allais et si j'avais besoin de quoi que ce soit. Mais l'appel le plus intéressant est venu de l'ex-femme de Marc Dubois, Florence. « J'espère que ça ne vous dérange pas que je vous contacte », a-t-elle dit. « J'ai eu votre numéro par un ami commun. Je pense que nous devons parler. » De quoi? De ce que nos conjoints ont fait. Parce qu'apparemment, Marc m'a dit qu'il travaillait tard et qu'il restait à son bureau, pas qu'il hébergeait des femmes mariées chez nous. Chez nous? C'est toujours techniquement une propriété matrimoniale jusqu'à ce que le divorce soit prononcé, ce qui signifie que votre femme a séjourné chez moi sans ma connaissance ni ma permission. Cette conversation est devenue très intéressante très rapidement. Il s'avère que Marc avait nourri sa femme avec le même genre de mensonges que ma femme m'avait servi. Nuit tardive au travail, voyage d'affaires, réunion avec des clients, tout en poursuivant sa liaison dans ce qui était encore légalement son domicile. J'ai documenté tout ce qui concerne ma procédure de divorce, a-t-elle poursuivi. Relevé financier, utilisation de la propriété, tout. La présence de votre femme là-bas aide considérablement mon dossier. Comment ça? Ça prouve qu'il a utilisé des biens matrimoniaux pour soutenir son affaire. Logement, services publics, probablement de la nourriture et des divertissements aussi. Mon avocat dit que cela renforce considérablement ma position. Nous avons convenu de partager des informations qui pourraient être utiles pour nos deux dossiers. Elle m'a envoyé des relevés financiers montrant les habitudes de dépenses de Marc pendant qu'il voyait ma femme. Restaurant, hôtel pour des rendez-vous antérieurs, même des reçus d'une bijouterie la semaine précédant leur faux voyage entre amis. Pendant ce temps, les réseaux sociaux de ma femme sont devenus un handicap au lieu d'un atout. Elle avait posté tant de photos pour maintenir sa couverture qu'il y avait maintenant une trace numérique prouvant qu'elle mentait depuis des mois. Des photos de dîners dans des restaurants qu'elle prétendait être des réunions de travail. Des enregistrements de localisation qui n'avaient aucun sens pour des projets en freelance. Même des photos de couple avec Marc qu'elle avait recadrées pour le cacher, mais les arrière-plans et les horodatages racontaient la véritable histoire. Lundi matin, Maître Moreau a appelé avec une mise à jour. L'avocat de votre femme a contacté mon bureau ce matin, a-t-il dit. Apparemment, elle a engagé quelqu'un. C'était rapide. Ça s'améliore. Elle prétend qu'elle a droit à une pension alimentaire parce qu'elle a renoncé à des opportunités de carrière pour soutenir votre mariage. J'ai éclaté de rire. Elle a travaillé en freelance tout le temps que nous avons été mariés. La seule opportunité à laquelle elle a renoncé était l'opportunité d'être honnête. Ça s'améliore encore. Elle prétend également que vous avez des problèmes de gestion de la colère et qu'elle avait peur de rentrer chez elle. Sur quelle preuve? Sur le fait que vous avez changé les serrures et emballé ses affaires. Son avocat essaie de dépeindre cela comme un comportement contrôlant et agressif, même si elle vivait avec un autre homme depuis 4 jours. Apparemment, cela est sans importance pour son bien-être émotionnel. Comment cela va-t-il se passer pour elle? Pas bien. Surtout quand nous présenterons les preuves de l'affaire, les relevés financiers montrant où elle passait réellement son temps, et le contrat de mariage. Son avocat est peut-être bon, mais il ne peut pas discuter avec les faits. Le véritable tournant est survenu mardi après-midi. Ma femme s'est présentée à mon bureau, faisant une scène dans le hall et exigeant de parler. La sécurité m'a appelé, et je l'ai trouvée en larmes, affirmant que je lui gâchais la vie. « Tu as tout détruit », a-t-elle dit devant une vingtaine de personnes. « J'ai fait une erreur et tu agis comme si j'étais une sorte de criminel. »« Une erreur, dis-je calmement. Tu as eu une liaison pendant des mois. Tu m'as menti à plusieurs reprises. Tu as créé une tromperie élaborée pour passer une semaine avec lui. Quelle partie de cela était la seule erreur? Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Tu as voulu que tout cela arrive. Tu n'as juste pas voulu te faire prendre. Je l'aime, dit-elle, oubliant apparemment qu'elle était censée jouer la victime qui voulait sauver notre mariage. Le hall est devenu complètement silencieux. Tout le monde fixait cette femme qui venait d'avouer aimer un autre homme tout en suppliant son mari de la reprendre. Alors,
va être avec lui, dis-je. Mais arrête d'essayer de faire de moi le méchant de ton histoire d'amour. Elle a réalisé ce qu'elle venait de faire, a regardé tous les témoins et a pratiquement couru hors du bâtiment. Jeudi, elle avait arrêté d'appeler. Son avocat lui avait apparemment expliqué qu'admettre publiquement l'affaire tout en prétendant qu'elle était la partie lésée n'était pas une excellente stratégie juridique. Le meilleur, c'est que l'ex-femme de Marc Dubois, Florence, avait également décidé de rendre publique leur situation. Elle a publié un récit détaillé sur les réseaux sociaux concernant la découverte de l'affaire de son mari et la façon dont sa maîtresse vivait chez elle. Elle n'a pas mentionné le nom de ma femme, mais elle n'en avait pas besoin. Les détails étaient suffisamment spécifiques pour que quiconque les connaissait puisse faire le lien. La carrière en freelance de ma femme s'est évaporée presque du jour au lendemain. Il s'avère que les agences de marketing n'aiment pas être associées à des scandales personnels désordonnés. Son cercle social a également disparu, car la plupart de nos amis communs avaient choisi leur camp en fonction des preuves plutôt que de l'histoire larmoyante. À la fin de la semaine, elle faisait face à une procédure de divorce, une réputation endommagée, une perte de revenus et une relation avec un homme qui traversait également son propre divorce désordonné tout en perdant la moitié de ses biens. Mais voici la chose à propos des conséquences. Elles ne sont pas une punition. Elles sont juste le résultat naturel des choix. Elle avait choisi de mentir, de tricher et de manipuler. Maintenant, elle expérimentait ce qui se passe lorsque ces choix vous rattrapent. Et pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'être exactement là où je devais être, en contrôle de ma situation, entouré de personnes qui respectaient l'honnêteté et allant de l'avant avec une conscience claire. 3 mois plus tard, tout était finalisé. Le divorce s'est déroulé exactement comme Maître Moreau l'avait prédit. Le contrat de mariage a parfaitement tenu. Ma femme a obtenu exactement ce qu'elle avait contribué au mariage, ce qui n'était pas grand-chose, et j'ai gardé tout ce que j'y avais apporté. Les dommages financiers pour elle ont été importants. Sans revenu stable en freelance et face à des frais juridiques, elle a rapidement épuisé ses économies. Marc ne lui a pas été d'une grande aide non plus, car il faisait face à son propre divorce coûteux et à la révélation que son ex-femme recevait la moitié de tout, y compris la maison où l'affaire avait eu lieu. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles, mon ex-femme travaillait dans le commerce de détail et vivait dans un studio de l'autre côté de la ville. Marc était retourné vivre chez ses parents pendant que sa procédure de divorce traînait en longueur. Il s'avère que l'amour authentique ne paie pas les factures lorsque les deux personnes sont financièrement détruites par leurs mauvais choix. L'ironie ne m'a pas échappé, elle avait jeté un mariage stable pour une fantaisie qui n'a duré que le temps que la réalité s'installe, quelques semaines après avoir été exposée. Quant à moi, j'avais obtenu exactement ce que je voulais. Une rupture nette, la sécurité financière et mon respect de soi intact. Pas de supplication, pas de drame, pas des années de bataille juridique désagréables, juste des conséquences livrées efficacement et définitivement. J'ai gardé la maison, évidemment, je l'ai complètement redécorée, enlevant toute trace de notre mariage et la rendant véritablement mienne. J'ai obtenu une promotion au travail, en partie parce que ma concentration s'est considérablement améliorée une fois que je n'avais plus à gérer une épouse menteuse. J'ai recommencé à sortir avec des gens, mais cette fois avec une compréhension beaucoup plus claire du comportement que je tolérais ou non. Le meilleur, c'était la tranquillité d'esprit. Plus besoin de me demander où elle était vraiment quand elle travaillait tard. Plus besoin d'analyser chaque conversation pour des significations cachées. Plus besoin de marcher sur des œufs autour de quelqu'un qui me mentait en face tout en planifiant sa stratégie de sortie. Mes amis et ma famille n'avaient que du respect pour la façon dont j'avais géré la situation. Au lieu d'être le gars qui s'est fait tromper et détruire, j'étais le gars qui a découvert un problème et l'a résolu stratégiquement. La différence dans ces récits est plus importante que les gens ne le réalisent. 6 mois après que le divorce soit prononcé, je l'ai croisée à Carrefour. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée, stressée. J'ai hoché la tête poliment et j'ai continué mes courses. Elle a essayé d'engager la conversation sur la façon dont les choses avaient fini entre nous, mais j'ai gardé les choses simples. J'espère que tu vas bien, lui dis-je, mais nous n'avons rien à discuter. Je sais que je t'ai blessé, a-t-elle commencé. Tu as fait des choix, ai-je corrigé. J'ai géré les conséquences de ces choix. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Penses-tu parfois à ce qui aurait pu se passer si nous avions essayé une thérapie de couple? Penses-tu parfois à ce qui aurait pu se passer si tu m'avais parlé au lieu de commencer une liaison? Parce que cela me semble la question la plus pertinente. Elle n'a pas eu de réponse à cela. En m'éloignant, j'ai réalisé que je ne ressentais rien. Ni colère, ni tristesse,
ni regret, juste un léger sentiment de satisfaction d'avoir géré la mauvaise situation de la manière la plus intelligente possible. Elle avait voulu réécrire notre histoire pour en faire quelque chose où elle était la femme incomprise et moi le mari contrôlant. Au lieu de cela, elle est devenue la femme qui a gâché un bon mariage pour une fantaisie qui n'a duré que le temps qu'il a fallu pour que la réalité s'installe. La vérité est simple. Quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le la première fois. Quand quelqu'un choisit de trahir votre confiance, ne lui donnez pas l'occasion de le faire à nouveau. Quand quelqu'un essaie de faire de ses mauvais choix votre problème, refusez d'y participer. J'ai appris que le respect n'est pas quelque chose que l'on donne automatiquement dans le mariage. C'est quelque chose que l'on maintient en faisant des choix dignes de respect. Mon ex-femme a cessé de faire ses choix, alors elle a cessé de mériter ce respect. La fin n'est ni dramatique ni compliquée. Je suis plus heureux, en meilleure santé et dans une bien meilleure position que lorsque j'étais marié à quelqu'un qui me mentait tous les jours. Elle gère les conséquences à long terme de la priorisation du plaisir à court terme sur la stabilité à long terme. Ce n'est pas une vengeance. C'est juste ainsi que la vie fonctionne lorsque l'on prend constamment de mauvaises décisions. Et honnêtement, je ne changerai rien à la façon dont je l'ai gérée.